Euh, Bonjour à tous. Bon, la première question avant de te présenter Arnaud, c'est de savoir est-ce que dans un quart d'heure on va tous danser la danse des canards et faire coin-coin par l'hypnose parce que tu vas tous nous hypnotiser. Alors, si j'étais hypnotiseur de spectacle, je tenterais ma chance. Malheureusement, je ne suis que hypnothérapeute. Le métier de l'hypnothérapeute, c'est quelqu'un qui accompagne les autres à se développer. Donc, j'évite de faire le guignol aux gens. Parce que ça n'a aucun intérêt thérapeutique, ça n'a aucun intérêt de développement personnel et de développement personnel. Donc, on fera la différence entre le côté spectacle de l'hypnose avec des gens dont c'est le métier qui sont des hypnotiseurs et les gens qui vont utiliser l'état d'hypnose de façon thérapeutique. Ça peut être des médecins ou des non-médecins d'ailleurs, à visée de thérapeutique, donc de déploiement personnel, etc. Donc on va parler d'un sujet sérieux qui est l'hypnose thérapeutique. Ouais. On va te présenter avant quand même, si tu veux bien. Tu as fait des études de sciences politiques. Oui, il y a longtemps. Tu es un grand sportif, ou tu es un sportif aguerri. Tu fais des trails de longue distance, de distances impressionnantes, des trails de 72 km de la Saint-Élion, tu me parlais, peut-être même plus. Des UTMB, 170, ouais. Tu es formateur en hypnose. Je suis formateur en hypnose depuis une douzaine d'années et je suis tombé dans l'hypnose il y a un peu plus, bientôt 15 ans. Quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait tomber dans l'hypnose ? Ça a croisé ma route, hein. C'est comme ça qu'on dit souvent, c'est à croiser la route. C'est-à-dire que dans ma vie, j'étais organisateur de salon à l'époque. Donc je menais des gens à se rencontrer dans des lieux d'expo et dans des salles de conférence. Et j'ai croisé ça m'a fait un grand déclic dedans. Et du coup, je me suis formé et puis je suis parti dans l'accompagnement des humains. À visée de développement personnel, de thérapeutique, voilà. Donc c'est devenu mon quotidien depuis une quinzaine d'années, quoi. On a tous plein de fantasmes sur l'hypnose et d'un côté ça peut faire un peu peur. Est-ce qu'on peut essayer de passer 5 minutes à dégrossir un peu, à nous éclairer un petit peu sur ce qu'est l'hypnose, sur ce qu'est l'état d'hypnose? Ça me paraît important que dans l'esprit de ceux qui nous regardent et de vous tous qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre ce soir, on fasse un peu la part des choses. Exactement. Hypnose, on va écrire ça soit avec un H minuscule, soit avec un H majuscule. Le H minuscule, c'est l'état d'hypnose. Et en fait, vous avez tous entendu parler d'hypnose ericksonienne, j'imagine, parce que Milton Erickson était un médecin psychiatre américain qui est du début du XXe siècle, il naît du début du siècle, en 1901, il décède en 80. Et en fait, c'est un monsieur qui a donné son nom à l'hypnose parce que c'était celui qui a vraiment projeté l'hypnose dans le monde moderne, quoi. C'est celui qui a fait que l'hypnose est sortie de recherches, de quêtes individuelles les unes des autres pour vraiment projeter ça dans le monde thérapeutique, c'est médecin psychiatre. Et en fait, il disait, comme un bon américain, « common everyday trance », c'est-à-dire état de transe naturel quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend un cerveau humain, donc nous tous et tous les autres qui composent les 7,5 milliards d'habitants de notre planète, en fait, notre cerveau, il va rentrer et sortir de l'état de transe, grosso modo, pour y passer entre 1h30 et 2 heures par jour. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller voir un hypnothérapeute pour faire de l'hypnose. Pour qu'on comprenne bien que, et je partage ça avec vous, parce qu'aujourd'hui, scientifiquement, on sait comment ça fonctionne, l'état d'hypnose dans un cerveau, il faudrait penser que le cerveau, ça serait comme une antenne, et que cette antenne, en fait, elle vibre, comme une antenne d'un poste de radio, et qu'elle vibre avec une fréquence. Si vous prenez la bande FM, ça va grosso modo de 89 à 107. En fait, les ondes de notre cerveau font qu'on a défini, si vous voulez, 3 grands états. Donc l'état ordinaire de conscience dans lequel on est en ce moment, c'est-à-dire c'est des fréquences relativement hautes. En dessous de cet état ordinaire, il y a l'état modifié de conscience, qu'on va appeler l'hypnose. Vous avez aussi les synonymes, l'être en transe, etc. Et en dessous, vous avez l'état de sommeil. Ce qui présuppose donc, si vous avez bien vu mes 3 strates, que pour aller dans le sommeil, on va être obligé de traverser l'hypnose. Et en fait, c'est assez curieux, mais notre esprit, si on se dit là, je suis en état ordinaire de conscience, dès qu'il va passer cette frontière-là, il va rentrer dans ce qu'on appelle les ondes alpha, qui sont bien connus, des méditants, des gens qui font du yoga, etc. Et que vous utilisez tous, nous utilisons tous, quand nous sommes dans les transports et on rentre dans une autre expérience, quand on est en réunion et qu'on s'enquiquine, quand on est en train de chercher une idée dans son bureau et qu'on on mouline, etc., etc. Et donc, dans cet état de vibratoire-là, donc à partir des ondes alpha, où c'est une transe très légère, en fait, il y a une caractéristique particulière du cerveau, c'est qu'il arrête d'imaginer les choses pour les vivre concrètement. C'est ça qui est curieux, c'est-à-dire, pour expliquer l'hypnose dans un dîner mondain, comme ça on peut tous partager le truc, ça nous est tous arrivé des dizaines de fois dans la vie, vous êtes allongé en train de vous endormir,
C'est mieux, hein, parce qu'au volant, c'est mauvais. Donc vous êtes en train de vous endormir, donc vous quittez l'état ordinaire pour basculer, et à ce moment-là, votre esprit, ça nous est tous arrivé de nombreuses fois, pour une raison dont on se moque, va trébucher dans quelque chose, un tapis, un trottoir, une racine, et qu'est-ce que vous allez faire tous? Qu'est-ce que nous allons faire tous? On va faire ça pour se rattraper. Et on n'a pas de raison logique de se rattraper si on est allongé, il ne peut rien nous arriver. Mais en fait, ça explique parfaitement l'état d'hypnose. C'est ça qui est assez magique, c'est que quand on rentre dans ces ondes-là, si nous traversons une expérience, concrètement, nous la vivons. Et là, on va se retrouver avec ta question d'entrée sur le spectacle, ou concrètement, ceux qui vont être capables d'aller très profond en transe, hein, parce qu'en spectacle, les hypnotiseurs spectacle, ils vont mener l'inconscient de la personne dans des états vibratoires profonds, c'est-à-dire les plus profonds, on appelle ça les ondes θ, ça intéresse les fans. Et dans ces ondes-là, eh ben, on est tellement dans l'expérience qu'on va se retrouver à faire le singe sur une chaise, à chanter Johnny Hallyday, enfin tous les phénomènes que vous connaissez, que vous avez tous eus, parce que peut-être certains d'entre vous ont déjà été dans un spectacle d'hypnose, ou ont déjà vu par les films, par les bouquins, ont déjà imaginé ce truc-là. Alors bien entendu, nous, en thérapie, en accompagnement, en coaching hypnotique, on ne se sert jamais d'états aussi profonds. On n'a aucun besoin de transformer les gens en guignols, ça ne nous intéresse pas. C'est le spectacle. Donc le spectacle, c'est des gens consentants qui payent une place pour aller s'amuser dans un spectacle. Et les hypnotiseurs de ça veut quand même dire que c'est vrai. C'est-à-dire que la personne, l'hypnotiseur qui touche le front de la personne et le mec se met en fœtus, c'est vrai. S'il demande. Alors, pour calmer tout le monde, dans l'hypnose classique, c'est-à-dire celle qu'utilisaient les pionniers de l'hypnose fin 19e siècle, etc., il y avait une croyance qui est assez vraie, qui est de dire environ 15% des gens sont hypnotisables. En fait, c'est faux. Je viens de le partager avec vous. On fait tous 1h30 à 2 heures dans l'état d'hypnose. Ce qui se passe, c'est que c'est pas parce que toi, tu fais 1h30 à 2 heures dans l'état d'hypnose quand tu pars dans tes pensées, qu'à ce moment-là, si quelqu'un te demande d'y aller, tu vas être d'accord avec ça. Et donc, les gens les plus suggestibles, les hypnotiseurs de spectacle, ils ont un vrai talent pour les détecter parmi une salle. Et c'est ceux-là qui montent sur scène. Ne vous leurrez pas. Les autres qui sont incapables de dire « dormez, je le veux » et de basculer tout de suite, il les fera jamais monter sur scène. Il ne va pas se mettre en échec, il n'est pas idiot. D'accord? Donc c'est l'hypnotiseur, lui, il va chercher ces gens-là. Et nous, aujourd'hui, et Erickson nous a beaucoup aidé pour tout ça, et depuis, l'hypnose est devenue la nouvelle hypnose. Elle est même humaniste aujourd'hui, on en parlera peut-être si ça intéresse certains. C'est-à-dire qu'on fait des expansions de conscience et non plus des dissociations entre l'esprit conscient qu'on fait dormir dans notre transe naturelle et l'esprit inconscient. Et donc ça nous mène en fait à aider les gens à se déployer et à grandir, et non pas à vouloir leur faire des choses qui sont amusantes en spectacle, mais nous on ne se sert jamais, quoi. Il parle beaucoup des gens qui veulent arrêter de fumer aussi, qui passent par l'hypnose. Alors, oui, au milieu de tout ça, il y a le tabac. Alors, c'est vrai que nous, en France, on fait beaucoup de liens hypnose-tabac, mais moi, quand je regarde mes consultations, c'est 1% de mes consultations qui font du tabac, quoi. C'est des problèmes de couple, c'est des problèmes de sexo, c'est des problèmes de... Alors, le grand truc qui va nous ramener à cette soirée, c'est la façon dont on se met tous la pression dans la vie. C'est-à-dire qu'on exige de soi tellement qu'à un moment, dans nos résultats, on sous-performe. Et ce qui nous ramène là, ici, ce soir, c'est avec le sport. Mais si on regarde la façon dont on se met en échec à trop exiger de soi, ça va valoir dans nos vies de couple, dans nos vies de parents, dans nos vies de sportifs, dans nos vies pro, etc. Il y a un sujet d'ailleurs qu'on n'avait pas abordé avant, qui est très à la mode, c'est dans les opérations chirurgicales, on voit souvent des gens qui ne sont plus anesthésiés par des produits chimiques, mais qui sont anesthésiés par l'hypnose. Et oui, et retour aux sources. Comment est-ce que ça fonctionne du coup? Retour aux sources, c'est mon cri du cœur. Parce qu'en fait, les premières applications thérapeutiques de l'hypnose ont été faites, et là on va arriver à la marque hypnose, d'où ça vient, d'où sort le nom. Il y a un chirurgien écossais en 1840 dans ces années-là, donc vous voyez que ça nous rajeunit un peu quand même tous, on était peu nombreux à cette époque-là. Enfin en tout cas sous cette forme-là. Et à l'époque, ce chirurgien écossais a intégré l'hypnose comme... il n'y avait aucun moyen d'endormir les gens à l'époque. Vous savez, on mettait un coup de cognac, on leur mettait un bout de bois assez fort, et puis après on y allait. Et donc en fait, il a accompagné donc, par le verbe, par l'art de la suggestion, les gens à entrer en transe. Et il y a plus de 2000 comptes rendus opératoires. C'est facile de retenir son nom, ce monsieur, c'est James Braid. Ça s'entend comme le pain, sauf que ça s'écrit B-R-A-I-D. Et ce James Braid, il a fait amputation de jambes, amputation de bras. Donc vous voyez, on n'est pas en train de se faire juste un ongle incarné ou une petite écharde, c'est du costaud. Et en fait, les premières applications de l'hypnose ont été, en fait, l'anesthésie, la douleur, etc. Ce qui est resté d'ailleurs de récurrent. Aujourd'hui, dans les hôpitaux dignes de ce nom, il y a un service douleur et dedans, en France,
On s'y met parce qu'on a un rythme qui est différent des autres grands pays, mais dans plein d'autres grands pays, tous les centres douleurs, ils ont des hypnothérapeutes qui sont chevronnés, qui savent gérer la douleur et qui ont compris que l'hypnose, donc l'accompagnement de l'esprit, va bien au-delà simplement gérer la douleur. Donc James Braid, 1841, ça fait un petit moment. Le mot hypnose, alors d'où il vient, parce que c'est une question qu'on se... hypnose, c'est un dieu grec, et c'est le dieu du sommeil. Alors bien sûr, c'est pas le dieu qui te fait dormir, c'est le dieu qui veille sur toi pendant que tu dors. Et il y a eu un bouquin qui a été écrit par une dame qui s'appelle Tenenbaum, il y a des années de ça, je crois que c'est un bouquin qui doit avoir une vingtaine d'années. Et en fait, elle avait fait un très joli titre pour expliquer l'hypnose, elle disait « L'hypnose, un sommeil qui éveille ». Ce qui est, vous vous souvenez des trois strates, c'est cette strate-là où en fait on est extrêmement éveillé à son inconscient, peut-être une question sur l'inconscient qui viendra à un moment ou un autre, et cet éveil à son inconscient, ça va permettre de l'aider à se modifier. La chenille devient papillon, si vous voulez, comme métaphore. Donc concrètement, pour revenir sur le cas du médical, ça veut dire que quand on est dans un état d'hypnose, on perçoit sa douleur, mais on la contrôle pour ne pas... Pas du tout. C'est plus puissant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, un hypnothérapeute qui va t'accompagner si tu te fais opérer endoscopie, alors aujourd'hui ça sert beaucoup pour les endoscopies, enfin toutes ces choses qui sont relativement légères comme cas opératoire, et il peut y avoir aujourd'hui des cliniques et des hôpitaux qui vont dans des chirurgies plus lourdes. On appelle ça d'ailleurs de l'hypnosédation, c'est-à-dire très peu de liquide. C'est l'anesthésiste qui bien sûr devient un thérapeute, hypnothérapeute, c'est-à-dire sa façon de conduire la personne en transe, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser... Pour que tout le monde comprenne, dans un cerveau, vous savez tous qu'on a un cerveau, enfin une partie du cerveau, c'est ce qu'on appelle l'esprit conscient, et l'autre, c'est l'esprit inconscient. Alors en fait, ils sont connectés toute la journée. Quand on est en état ordinaire de conscience, ils sont connectés. Et ce qui va se passer, c'est que quand on induit l'état d'hypnose, si là c'est l'esprit conscient pour tout le monde, et bien en fait, la façon de guider la personne, si je suis le thérapeute, ou la façon dont vous faites de l'hypnose tout seul sans le savoir, vous déconnectez le conscient. C'est-à-dire, la rupture, elle est comme ça, clac. Et du coup, reste l'inconscient. Et donc, ça s'appelle une hypnose dissociante. C'est-à-dire, je dissocie mon esprit conscient de mon esprit inconscient. L'esprit inconscient, c'est le patron. Il ne faut jamais se tromper sur le truc. C'est celui qui décide H24 dans l'ensemble de notre vie. Donc, vous vivez 100 ans. Pendant 100 ans, toutes les secondes de vos 100 années de vie, c'est lui qui sera le seul patron. Les interactions aux autres, aux objets, aux dates, aux lieux, aux événements, c'est lui. Et donc, vous voyez bien l'intérêt qu'on a, nous, d'aller causer au patron, si j'ose dire, avec l'état d'hypnose, parce qu'en fait, du coup, on parle directement au patron. Voilà. Et c'est là où on va l'aider à se transformer avec ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le H minuscule, c'est l'état d'hypnose, et le H majuscule, c'est les stratégies pour que l'inconscient se déploie. Je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu, d'ailleurs. Si, tout à fait. J'en reviens aux choses plus concrètes. On parlait tout à l'heure de la thérapie. Concrètement, comment se déroule une séance d'hypnose d'hypnothérapie, ouais. Et en combien de temps est-ce qu'on obtient des résultats, comment se déroule une thérapie par l'hypnose? Oui, ça, c'est la chose la plus curieuse. La séance d'hypnose, je l'ai un peu évoqué. Donc, cet état naturel, avant de l'induire, on va chercher à savoir vers où on l'oriente. Donc, c'est ce qu'on appelle la partie, nous, dans notre jargon, on appelle ça une détermination d'objectif, une anamnèse avec une détermination d'objectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vise? Et ça, on est dans un espace de coworking, c'est du coworking entre l'accompagnant et son client, son patient, appelez-le comme vous voulez. Donc en fait, on bosse ensemble, sachant que le patient, le client, lui, il va toujours t'expliquer son symptôme. Alors que nous, en fait, on va chercher dans l'inconscient, qu'est-ce qui provoque ça? Donc par exemple, le truc qui va nous mener au sport, parce que c'est le grand truc, c'est je manque de confiance en moi. Et en fait, vous vous rendrez compte tous que le programme « Je manque de confiance en moi » qui est dans l'inconscient de chacun d'entre nous, c'est réglé comme du papier à musique, on y a le droit à un moment dans notre vie, et bien en fait c'est parce qu'on se met trop la pression. Et comme on est extrêmement exigeant, on ne peut jamais rien réussir, puisque l'exigence fait qu'on on franchit jamais la ligne d'arrivée si on prend un vocabulaire sportif. Et donc du coup, le thérapeute, quand il va entendre « Je manque de confiance en moi », il va chercher tout de suite à savoir qu'est-ce que c'est, comment la personne se colle la pression, comment exige-t-elle d'être, sans cesse, quel est dans son monde intérieur le regard des autres, la façon dont ça lui met la pression, ça la stresse. Et donc on va chercher, si on fait la métaphore du robinet qui fuit, plutôt qu'à mettre des bassines en dessous et en espérant qu'à un moment ça ait la gentillesse d'arrêter de fuir de l'étage du dessus, on va aller chez la voisine pour chercher d'où vient la fuite. Donc c'est ça une séance d'hypnose. Donc d'abord on cherche à savoir où est la fuite, et ça c'est le propre du thérapeute que de savoir accompagner son patient. Et une fois qu'on a trouvé ce qu'on vise, l'état d'hypnose,
ça devient l'état naturel dont on parle. Donc une fois que la personne a trouvé ce qu'elle vise, c'est la première à avoir envie d'y aller. Hein. Donc là où on risque d'être mort de trouille dans une hypnose de spectacle, parce qu'à un moment tu vas avoir quelqu'un qui cherche à te dominer, etc., là tu es demandeur parce que tu es en train de définir ton objectif. Plus ton objectif se définit, plus tu as envie d'y aller. Donc moins le thérapeute, tu trouves qu'il te sert à quelque chose. C'est juste, ok, on y va maintenant. Le thérapeute, c'est un guide. Le thérapeute ne guérit personne. Hein. Je sais que ça va déranger plein de gens qui accompagnent, etc., mais le thérapeute, il porte du soin. Et celui qui guérit, c'est le patient. Avec cette notion du langage des oiseaux, si vous aimez cette langue-là, la gaieté et le rire, guérir. Donc c'est joyeux de guérir. Une séance d'hypnose, c'est joyeux. Et puis, ça veut quand même dire qu'on peut être traité en une séance. Si on vient parce que pour des crises d'angoisse ou pour des choses particulières, on peut être traité par l'hypnose en une séance. Moi, si je prends mon planning, on s'en fiche, mais si les hypnos qui sont installés et qui ont bien admis le fonctionnement, c'est comme les ostéopathes. Hein. Moi, j'aime bien définir l'hypnothérapie comme l'ostéopathie de l'âme. Et un ostéo, il te redonne rarement rendez-vous. Et si je vois moi, les rendez-vous que je fais dans une semaine, je redonne rarement des rendez-vous. C'est-à-dire, je dois en redonner 3 ou 4 parce que... Alors c'est sûr, quand tu traites quelqu'un qui est anorexique ou qui est profondément dépressif, tu ne vas pas l'aider en une fois, on est bien d'accord. On ne va pas changer en 5 Mais minutes, ce qui va se passer, c'est que dans la détermination d'objectifs, on va fixer des étapes. Et que chaque séance est faite pour régler l'étape 1. Et si on définit 4 étapes, on se verra 4 fois. Par contre, chaque séance sera faite pour progresser d'une étape. Ok ? Donc ça reste une stratégie où, dans l'idée, si on définit un bon objectif, et ça c'est le job de l'accompagnant, il est gérable en une séance. Il y a un sujet que tu as abordé hier et que tu voulais aborder, qui me paraît très, très intéressant, c'est la notion du temps et la distorsion du temps quand on est dans un état d'hypnose. Oui. Comment ça marche ? Hier, j'animais à l'Institut une journée sur la distorsion du temps et l'amnésie, qui sont des phénomènes hypnotiques. Et à un moment, j'ai quelqu'un qui m'a posé une question en disant « Arnaud, pour le golf, est-ce que la distorsion du temps, c'est utile ?» Et là-dessus, je me suis rappelé que j'avais accompagné un joueur de tennis il y a longtemps qui jouait fort bien. Et la distorsion du temps, en fait, c'est la capacité de l'inconscient de rendre le temps plus lent ou plus rapide. C'est-à-dire que vous avez tous vécu, et les gens qui nous regardent ont déjà vécu ça 100 fois, des soirées où ça passe très vite, et des soirées où tu es chez des gens où tu t'enquiquines et où ça passe très lentement. C'est vrai de voyage, c'est vrai de réunion, c'est vrai pour les plus jeunes des cours, etc. Et donc des moments très intenses. C'est ça, des moments, oui c'est ça, mais type, moi je vois en course. Émotionnellement, ou alors on se rappelle tous si jamais on a un début d'accident ou un truc comme ça, on a tous des moments C'est ça, qu'il y a des moments où le cerveau il va ralentir le temps et d'autres où il va l'accélérer. Si tu interviews un marathonien en 35e kilomètre, il y a de grandes chances qu'il trouve que le temps passe lentement. Si tu l'interviews alors qu'il est bien préparé au kilomètre 5, il va te dire c'est super facile. Moi c'est à partir du 20e kilomètre que ça passe lentement. Et tous les marathoniens savent que c'est 30 km de dialogue et 12 de monologue. Quand ça commence dans le monologue, bizarrement, le temps ralentit. Et donc, c'est toute cette distorsion-là. Alors, le joueur de tennis, en fait, parce que tout à l'heure, on en parlait tous les deux, parce que c'est arrivé à tout le monde de se faire peur en voiture, en vélo, tu vois, genre dérapage, etc. Et le cerveau, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il enclenche une position qui prouve qu'elle est native chez chacun d'entre nous, où en fait, ça va devenir, tout va être très, très lent. Et souvent, les gens qui se disent, mais j'ai vu ma vie défiler. Comment, en 2 secondes de temps d'une montre, tu peux voir ta vie défiler ? C'est compliqué, ça. En fait, c'est compliqué, c'est très simple. Au labo du sommeil à Lyon, ils réveillent les gens juste après qu'ils aient fait un rêve. Et quand les gens racontent le rêve, ils vont t'expliquer qu'ils ont vécu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Sauf que la machine, elle a vibré 2 ou 3 secondes. Et donc, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, la distorsion du temps, elle est là en permanence. Donc, du coup, quand tu bosses avec un sportif, la distorsion du temps, mais on la bosse aussi, la distorsion du temps, avec des gens qui voyagent tout le temps, parce qu'ils ont du jet lag, enfin, etc. Et ben, on va bosser. Le monsieur qui est venu me voir, il galérait en retour de tennis. En retour de service, il était mauvais. Il dit, je vois pas les balles passer, ça va trop vite. Donc en fait, c'est une indication, est-ce que si on ralentit le temps, et je lui ai fait la proposition, je lui ai dit, ça serait super de ralentir le temps. Elle me dit, bah ouais, mais je sais pas faire. En fait, si, il savait faire, parce que comme on le partageait tous les deux, et comme ça nous est tous arrivé sous une forme ou une autre, à un moment où ton cerveau, il a appris à ralentir le temps, en particulier quand on se fait une chaleur en voiture, en bateau, etc. Et donc, on fait la séance, et il me passe un texto 3 jours plus tard, il me dit, c'est marrant, ils servent toujours à la même vitesse, sauf que j'ai tout mon temps pour retourner. Et c'est ça le truc, c'est que comme l'hypnose, c'est faire des apprentissages, en fait, en application, c'est ça. Et donc, je répondais à la jeune fille en disant, pour le golf, tu peux amener quelqu'un, effectivement, à ralentir le temps dans son geste, comme ça, il va encore mieux placer son corps. Mais surtout, ce que ça évoque, c'est parce que sa question était, est-ce que l'hypnose, ça marche pour le golf ? J'ai dit, l'hypnose, ça marche pas pour le golf, ça marche pour les humains. Et si à un moment, ils font de l'escrime, du badminton, escrime, c'est parce que j'en ai fait 35 ans, je dis ça, je vends mon sport, j'ai aimé ça trop passionnément pour éviter d'en parler, donc je m'étais fait une promesse de parler d'escrime, c'est fait. Et donc, en fait, c'est que ton esprit il va ralentir une situation qui va lui donner du temps.
alors que pendant ce temps-là, le temps de la montre, il tourne toujours à la même vitesse. Et donc ces distorsions, nous les vivons tous, et ce qu'on va faire, nous, c'est accompagner quelqu'un à ce que le temps, en fonction de sa problématique, il accélère, donc il se comprime, ou au contraire, tu prennes ton temps.